C'était quoi? Alors, Lisette Lapointe, née le 13 septembre 1943, il y a 75 ans, donc, à Montréal. Et donc, on est élevé à Montréal. Mes parents sont tous les deux dans l'enseignement. C'est assez rare à l'époque d'avoir une maman qui travaille à l'extérieur, comme on disait à l'époque. Alors, environ 2 ans avant ma naissance, mes parents construisent leur premier chalet à Saint-Adolphe. Alors donc, comme ils sont dans l'enseignement, ben c'est les vacances, c'est 2 mois l'été. Alors donc, moi, quand je suis née, il y avait déjà un chalet. Alors, mes premiers voyages, ça a été à Saint-Adolphe. Et par la suite, bien, on a passé tous nos étés, toutes nos fins de semaine. Alors, cette première maison, elle était au bout du lac. Quand je dis au bout du lac, là, c'est pas loin de la petite rivière. Hein? Dans ce qu'on appelait la baie des professeurs à l'époque, parce que il y avait pas grand-chose. Là. On est en 1940, à peu près 41, là, parce que la première fois où mes parents sont venus à Saint-Adolphe, c'est pour leur voyage de noces en 1937. Et ils avaient loué sur le chemin du village, je vous dirais entre l'église et puis le bout du lac, là, je dirais Saint-Adolphe-Marine, là, pour vous situer. Ils ont loué une ancienne glacière. Ça, c'était ce qui était un peu comme transformé en chalet. Alors, ils se sont mariés en mai, donc c'était le printemps, et ils ont passé une semaine à Saint-Adolphe. Ils sont tombés amoureux de Saint-Adolphe. Et c'est comme ça qu'ils ont construit leur première maison, le premier chalet. Et il y avait aussi mes oncles, hein, la famille Lapointe. Mon père, Philippe Lapointe, d'ailleurs, qui a été très actif à Saint-Adolphe. Beaucoup de gens l'ont connu et se souviennent de lui. Alors, donc, on avait la famille Lapointe, là, les cousins, cousines, avec les années qui ont passé. Et comme c'était un peu compliqué, mes parents n'avaient pas de voiture, donc ils venaient au village en vélo. Hein, alors, ils partaient dans le chemin Tour du Lac, qui était vraiment rudimentaire, semble-t-il, à l'époque. Et maman trouvait ça un peu compliqué, faire les courses. Donc, ils ont vendu cette maison-là et ils ont construit, en fait, je dirais presque au cœur du village, là, sur le bord du lac Saint-Joseph, la maison dans laquelle, finalement, on a passé toute notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence. Et mes parents ont été là de environ 1940, je vous dirais 45, probablement, là. Jusqu'au décès de mon père en 2002. Alors donc, ça a été la maison familiale. Alors, nos activités, c'était nos loisirs, nos activités, c'était à Saint-Adolphe que ça se passait. C'était des choses simples, aller dans les bois, aller au bleuet, faire de l'aquaplane au début, du ski nautique par la suite. Et les choses sérieuses, c'était à Montréal. Travailler, étudier, ça, c'était à Montréal. Puis le plaisir, c'était à Saint-Adolphe. Alors donc, c'est sûr que, tu sais, là, le cœur est ici, là. J'ai presque l'impression d'être née ici, en fait, même si je suis pas née ici. Et puis, par la suite, mon frère, mes 2 sœurs, tout le monde a eu une maison à Saint-Adolphe. Alors, tu sais, c'est quand même, important, là, tu sais, c'est symbolique de notre attachement à Saint-Adolphe. Alors voilà pour ça. Vos parents se sont rencontrés à quel endroit? Ah, ils se sont rencontrés à Montréal, dans une école, comme tous les deux étaient enseignants. OK. Oui. OK. Et moi-même, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'enseignement. J'avais pas le choix. C'était ça, selon leurs critères, qui était la meilleure chose à faire. OK. Alors, j'ai enseigné aussi pendant peut-être 8 ans, 7-8 ans, avant de commencer à ce que j'appelle
une carrière qui a été diversifiée, assez formidable. OK. Ouais. Ben, vous avez enseigné à Montréal. Oui, j'ai enseigné à Montréal, dans les quartiers. Nous, on était dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Alors, donc, j'ai enseigné aussi dans ce quartier-là. J'enseignais aux adolescentes. J'étais très jeune. J'ai commencé à enseigner en 1963. Je m'en allais sur mes 20 ans. Et mes étudiantes avaient 16-17 ans, là. Alors, tu sais, C'était presque des sœurs. c'était quelque chose. Ouais. Et à cette époque-là, ben, c'était des écoles de religieux, de religieuses. Là, on était... Tu sais, on est juste avant ce qu'on a appelé la révolution de l'enseignement. Parce qu'il n'y avait pas encore de cégep ni d'Université du Québec là, en 1963. Et puis, évidemment, les conditions de travail n'étaient pas les mêmes. Les femmes n'avaient pas le même salaire que les hommes. Moi, j'ai commencé à enseigner au salaire de 4 200 $ par année. Et j'étais chanceuse. J'avais une prime de 500 $ parce que j'enseignais au secondaire. Mais les collègues masculins avaient une autre prime, avaient une prime de 500 $ de plus. Là. Ce qui a été changé, c'est drôle quand on pense à ça, parce que pendant toute cette époque-là, c'était Jacques Parizeau comme conseiller économique de Jean Lesage et puis de Daniel Johnson, qui était responsable de la grande négociation dans le secteur public, parapublic. Et qui a instauré les congés de maternité, qui a instauré le salaire égal pour les hommes et les femmes. Je dis, c'est Jacques Parizeau, c'est le gouvernement Lesage, là, et Johnson. Mais les conseillers qui étaient autour, ben, c'était ces personnes-là. Alors, oui, c'est des beaux souvenirs. J'ai adoré l'enseignement, j'ai adoré, oui. Mais je n'aurais pas fait ça toute ma vie, je trouvais que c'était répétitif. Pour moi, là, à la longue, j'avais envie d'autre chose. Comme? Je savais pas, mais le monde des communications m'a intéressée et puis je me suis impliquée en politique. Je suis devenue militante, souverainiste. Et puis, j'ai commencé à travailler bénévolement autour des porte-paroles du Parti québécois à l'époque. On parle avant l'élection du Parti québécois, là, on parle du début des années 70. Alors, c'est ça qui m'a fait... je suis devenue, après l'élection du premier gouvernement de M. Lévesque, j'ai été engagée comme attachée de presse du ministre d'État Développement social, Pierre Marois. Donc, là, autant mon engagement souverainiste que mon engagement social a pris beaucoup d'ampleur. J'avais toujours été très, très intéressée par tout ce qu'on peut appeler, là, c'est des grands mots, là, mais l'égalité des chances. Parce que, tu sais, dans Hochelaga Maisonneuve, nous, on était privilégiés avec 2 parents professionnels. Il y avait des enfants, des amis qui étaient beaucoup plus en difficulté. Et maman recevait souvent, tu sais, là, des enfants pour leur donner un coup de main. Et puis, elle nous faisait tous nos vêtements, elle cousait. Puis on était toujours habillés comme des petites princesses et puis des petits princes. Alors, ça m'arrivait souvent de dire à maman, regarde, j'ai une nouvelle amie, pouvez-vous lui faire une robe? Il faut qu'elle soit, elle soit fière d'elle, là, tu sais. Ouais. C'est bien. Fait que c'était ça. Donc, au développement social, bien là, on a fait tellement de choses, là, entre 1976 et 1980. Il y a eu, premièrement, la loi anti-SCAB. Il y a eu la loi sur les conditions minimales de travail. Il y a eu la loi sur le recours collectif. Il y a eu la protection du consommateur. Il y en a eu énormément. Ça a été riche en avancement pour la société. Et le projet qui a été le plus, si vous voulez, qui a été le plus signifiant, structurant pour nous, c'était la réforme sur la santé et la sécurité du travail. Donc, avant ça, là, il y avait pas une commission de la santé et sécurité du travail, il y avait une commission des accidents du travail
qui était géré par les employeurs et qui servait uniquement à indemniser les victimes d'accidents ou de maladies. Et les syndicats n'avaient pas leur mot à dire. Alors, ce qu'on a fait, puis c'est Pierre Marois, quand je dis « on », là, c'est parce que j'étais dans l'équipe, puis on y a travaillé beaucoup. Donc, une loi axée sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et toujours en concertation employeur-travailleur. Donc, à la tête de la CSST, un conseil d'administration paritaire. Dans les entreprises, un comité de santé et de sécurité paritaire et décisionnel, pas un comité consultatif là, que le patron... où le patron peut dire, ben écoutez, oui, on s'en reparlera. Non, non, c'est vraiment décisionnel. Alors, tu sais, et des associations sectorielles paritaires, ça, c'était prévu dans la loi, mais c'était volontaire pour les secteurs. Alors, un secteur d'activité pouvait décider de se donner un bureau conseil qui ferait de la formation, du conseil, de l'assistance technique paritaire dans les entreprises. Et j'ai été approchée quelques années, en 1982, donc après le premier mandat. Moi, j'ai été là 4 ans à Québec comme attachée de presse. On m'a approché pour postuler pour le poste de directeur général d'une association sectorielle, celle des services automobiles. Alors ça, ça comprend les garages, ça comprend les pièces d'automobile, les concessionnaires, les ateliers de peinture, des bosselages, de pneus, de tout ça. Alors, tu sais, on parlait quand même de 10 000 entreprises à travers le Québec, puis 60 000 travailleurs. Mais c'est des petites entreprises. Il y avait peu de choses qui se faisaient. Il y avait à peu près rien là, comme étude. Là, moi, quand je suis arrivée là, sur la santé, les risques pour la santé de ces travailleurs-là, il n'y avait pas de formation. C'est pas un secteur qui était syndiqué beaucoup. À part les concessionnaires d'automobiles, il n'y avait pas beaucoup de syndicalisation. Alors, j'ai adoré ça. Je me suis vraiment impliquée dans la fondation puis le développement de cette organisation-là. Et quand nos premières statistiques qu'on a pu sortir, il y avait un travailleur sur 5 qui subissait chaque année un accident de travail d'une durée moyenne de 6 à 7 semaines. Donc, c'était pas un petit coup de marteau sur un doigt, là. C'était des accidents quand même graves. Et j'ai été là 20 ans. Donc, en 20 ans, on a réduit les accidents des 2 tiers. Des 2 tiers. Et je dois vous dire qu'on a beaucoup contribué. On n'est pas les seuls parce que, tu sais, la société a évolué, le monde de l'automobile a évolué beaucoup. Mais je vous parle entre 82 et 2003 à peu près, là, où j'étais là. Ça a tout changé, là. Les travailleurs ont acquis une fierté de leur métier, ce qui n'était pas souvent le cas. Ils avaient... Tu sais, il y avait rien là, au sujet de santé-sécurité. C'était encore les mains dans le cambouis, là, pour nettoyer des pièces dans le cambouis. C'était encore de se glisser sur un petit lit de bois en dessous d'une voiture. Tu sais, il y avait encore beaucoup... C'était quand même inquiétant, là, tu sais. Ça pouvait être... Et si vous regardez aujourd'hui, je comprends que moi, là, ça fait quand même 15 ans que je n'y suis plus, là. Mais écoutez, le secteur des services automobiles, les gens sont formés, se sont devenus des professionnels, des techniciens de toutes ces nouvelles... tu sais, c'est des spécialistes de toutes ces nouvelles technologies dans l'automobile. Et puis... Ils sont fiers. Puis moi, je suis tellement fière. À chaque fois que j'entre dans un garage, je vais toujours dans l'atelier. Toujours. Ah ouais. Au début, c'était quand même quelque chose. Une femme qui se retrouvait dans ce milieu vraiment d'hommes, mais c'est un milieu, comment dire, assez spécial. Tu sais, quand j'allais dans une entreprise...
Là, les gens me disaient, ben écoutez, Madame Lapointe, là, prévenez-nous un petit peu d'avance, là, parce que les gars, ils vont vouloir faire le ménage, là, tu sais, dans leur coffre à outils. Puis ça voulait dire enlever les photos des femmes nues dans leur coffre à outils, là, tu sais, c'était... Alors, c'était comme ça. Les années 80, c'était comme ça. Et pas tout le monde, là, mais tu sais, c'était comme ça. Et puis, mais ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière. Tu sais, qui n'était pas rien de public, mais j'ai la satisfaction de dire on a fait avancer les choses. À plusieurs, là, on a fait avancer les choses. Et puis, on a démontré aussi que le paritarisme, tu sais, là, la concertation employeur-travailleur, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce qu'il y a des intérêts communs. C'est pas... Tu sais, là, l'employeur qui perd un travailleur pendant 6 semaines parce qu'il s'est blessé, il est mal pris, là. Il faut qu'il le remplace. Comment il va faire? Il y a la souffrance du travailleur, puis bon. Alors donc, il y avait un intérêt commun. Et quand on avait... quand la loi a été discutée, et puis, tu sais, la partie patronale avait très peur de ça. Le droit de refus, tu sais, le droit de refuser un travail dangereux. Bien, ça a été adopté. Et puis, il n'y a personne qui a jamais pu recenser un cas d'abus. Il n'y a pas eu d'abus. Il n'y a pas une usine qui a été fermée au Québec sans raison. Tu sais, là, je veux dire, pas fermée, mais je veux dire, une chaîne de montage arrêtée, par exemple. Pas d'abus. Fait que ça c'est un bel acquis, là, puis il faut faire attention, il faut protéger ça, là. Il faut s'assurer que toutes ces choses-là, ces avancées là, sur le plan social, il ne faut pas que ça se perde. Il faut toujours être bien vigilant. À travers cette période de 1982 à 2003, en fait, en 1992, j'ai revu Jacques Parizeau, parce que j'avais travaillé avec Jacques Parizeau bénévolement. Pour la campagne de 1976, j'étais son attaché de presse dans le comté de l'Assomption. Après l'élection, lui allait aux finances et trésors. Et moi, donc, je suis allée plutôt du côté du développement social, donc avec le ministre Pierre Marois. Et après mon départ de Québec, ben écoutez, on s'est perdu de vue. Ensuite, bien, il y a eu... de mon côté, il y a eu l'accident de mon fils. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, je n'étais pas au courant. Ah, écoutez, ça a été dans ma vie. C'est probablement le pivot, là, tu sais, ce qui a fait en sorte que tout a changé. Ça a été 2 ans de ma vie, ça, hein, cet accident-là. 1989, 26 août. Moi, j'élève mon fils seul parce que je suis séparée avec son père. Et il a 14 ans, il vient d'avoir 14 ans. Il va passer la fin de semaine chez son père et à Saint-Sulpice, dans la Naudière. Et il va au parc en vélo, et puis il y a une fête au parc. Et le maire de la ville, qui est complètement ivre, rentre dans une petite rue résidentielle avec sa moissonneuse-batteuse au lieu de passer par les champs comme il le fait habituellement. Et là, ben, mon fils est pas capable de l'éviter là, parce que la grosse machine zigzague là, sur la rue. Et donc, il est écrasé par cette moissonneuse-batteuse. Donc, c'est 12 fractures au bassin, les organes internes sont tous éclatés, poumons éclatés, l'urètre, etc. C'est un miracle, hein? C'est un miracle s'il a survécu à ça, mais ça a été
d'opération en opération, d'hospitalisation en hospitalisation et de physiothérapie en physiothérapie. Là. Alors, ça a été de 89 à 91, là, ça a été uniquement ça. Là. Hugo, fallait qu'il redevienne comme avant. C'était son objectif. Et parallèlement, du côté de Jacques Parizeau, je vous raconte ça parce que peut-être que ça peut expliquer aussi la suite. Son épouse, Alice, est atteinte d'un cancer du poumon et puis ils vont tout faire, vont tout essayer pour tous les soins ou les possibles traitements. Et finalement, elle décède en septembre 1990. Et lui avait démissionné en 1984 comme ministre des Finances avec une dizaine d'autres. Et donc, en 1988, il est retourné au Parti québécois comme chef du Parti québécois avec la souveraineté à l'article 1, bon, comme toujours. Et en 1989, septembre 89, il a été élu chef de l'opposition officielle. Bon. Mais moi, en septembre 89, là, j'étais à l'hôpital avec mon fils. Alors, donc, je ne me suis pas réimpliquée là, à ce moment-là, pas du tout. Et donc, comme je vous dis, il y a eu 2 années, là. Et puis, lui, de son côté, avec cette nouvelle fonction, ce nouveau défi, là, son épouse qui était vraiment malade et qui finalement est décédée. Alors, quand on s'est revus en 1992, par hasard, et que... mais là, on sortait tous les deux d'une période extrêmement pénible, extrêmement difficile. Et ce qu'on avait vécu tous les deux, je pense, a fait en sorte que c'est probablement ce qui nous a rapprochés. Alors donc, à partir de 1992, bien là, il est venu faire la demande en mariage à mon père à Saint-Adolphe, là, et tout ça, là, Et on s'est mariés à Sainte-Agathe, le 12 décembre 1992. Et puis, ben, la réception a eu lieu ici dans la maison, qui avait été complètement vidée. Puis elle n'était pas comme ça, là, hein, parce que moi, quand je l'ai acheté en 1985, là, environ, là, elle était délabrée, là. Ça prenait... Il fallait beaucoup de... Comment dire? Fallait beaucoup d'imagination pour mais, enfin... Beaucoup d'amour. Les gens n'auraient pas trouvé que c'était une belle maison, mais elle avait déjà tout ça, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai rénové, mais j'ai rien agrandi, je n'ai pas changé. Et il faut quand même que je vous fasse la parenthèse que quand j'étais enfant et qu'on allait faire les courses, on partait de Saint-Adolphe, on allait faire les courses à l'occasion à Sainte-Agathe avec mon père, puis on passait devant. Et puis je disais, papa, comme elle est belle, cette maison-là. Alors moi, je l'ai aimée dès l'enfance, cette maison, là, sur son rocher, avec, dans le temps, les pins n'étaient pas aussi majestueux, là. Elle était toute seule, hein, il n'y avait pas d'électricité. Alors donc, la réception de mariage a eu lieu ici, on avait vidé la maison, puis là, on avait fait entrer des tables, des chaises pour faire une réception. Et c'était vraiment magnifique, là, en décembre. C'était beau comme aujourd'hui, moins froid un peu. Et il y avait un petit orchestre tzigane qui nous faisait la musique. Alors, et mon mari vraiment a adopté Saint-Adolphe, hein, dès qu'on s'est revus et puis qu'il est venu ici les premières fois. Il a vraiment adoré et adopté Saint-Adolphe. Et il faut dire que lui avait une maison à Outremont, une maison familiale, puis il y avait une ferme dans les cantons de l'Est,
Alors, tu sais, ça faisait beaucoup de choses au début. Mais, et ensuite, évidemment, ben là, quand il est devenu premier ministre, il m'a demandé si je voulais faire un bout de chemin avec lui. Donc, je suis devenue conseillère spéciale à son cabinet, responsable principalement de l'action communautaire, évidemment. Et, et donc, là, ben ça, c'est un autre... Je ne vous raconterai pas tout ça. Je pense qu'il faut comprendre que c'était la première fois qu'une épouse jouait un rôle, mais c'était pas parce que ça tombait pas du ciel. J'avais fait ça auparavant. J'avais été attachée de presse d'un ministre. J'avais, disons, le profil pour ce genre de choses, mais en même temps, on était jeunes mariés, c'était extraordinaire. C'est de pouvoir travailler ensemble à cet objectif extraordinaire, de faire le pays. Alors... avec cette période intense, parce que ça devait être une période quand même intense. C'est sûr. Est-ce que Saint-Adolphe, c'était un bunker ou c'était un oasis? Ah, Saint-Adolphe, on venait avec les gardes du corps, évidemment, là, parce que... question de sécurité du premier ministre, mais c'était... Non, c'était un refuge, hein? On était tranquille. Ici, le lac de la Montagne, là, moi, ça a toujours été mon refuge. C'est ça ici pour moi, là, tu sais. Alors donc, oui, c'était un refuge. On n'avait pas beaucoup de temps. Des fois, on avait 4 heures. Des fois, on pouvait passer une nuit, mais c'était vraiment peu pendant toute cette période-là. Là. Et c'était la même chose pour la ferme dans les cantons de l'Est. Et on avait une résidence officielle à Québec, donc la maison d'Outremont. Là, on n'y allait plus. Là, c'est un membre de la famille là, qui l'occupait à ce moment-là. Okay. Mais Saint-Adolphe a toujours été le pivot de tout, là, le centre de tout. Les 2 ans où mon fils était en réhabilitation, c'était ici. Là, sa première sortie, là, ben, premièrement, la porte de cette pièce-là, elle a été faite pour que le lit puisse sortir de la chambre, le lit d'hôpital. Et les premières sorties, mais c'était sur la grande galerie, là, ici. Là. Parce que j'étais certaine que la nature, le grand air, ça aurait beaucoup d'influence sur le moral. Hein? Alors donc, oui, tout ça ici, moi, je suis très, très attachée, évidemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, de choses. Et puis la maison de mes parents, ben c'est sûr que aussi, ça a été l'endroit où la famille se réunissait toujours. Puis, tu sais, là, les cousins, cousines, les tantes, les oncles... c'est ça. Alors, Saint-Adolphe, c'est ça. Et puis, ensuite, évidemment, quand mon mari a démissionné de la politique, moi, j'étais toujours... L'organisation dont je vous parle, où j'ai été 20 ans, s'appelle Autoprévention. Donc, j'étais en congé sans solde. Alors, je suis retournée à mes anciennes amours, mais tu sais, c'était difficile parce que après tout ça, puis surtout d'avoir échappé le pays de si peu, ça a été très, 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 très dur. C'est vraiment pas quelque chose dont on se console en quelques jours ou en quelques mois, je vous dirais même quelques années. Et donc, on a acheté une petite... comment dire? C'était une broussaille en France qu'on a transformée en vigne ces années-là. Donc ça a permis à mon mari de s'éloigner un peu du Québec et puis de toute la politique, là, parce que c'était pénible, hein? C'était difficile. Ouais. Donc, cette petite vigne, ben, je l'ai toujours. C'est sûr que on a des souvenirs là. Ça a été aussi c'est un autre lieu mythique, là, hein, où on a passé beaucoup de temps.
Et puis, avec les années, je me suis dit, quand j'ai quitté Autoprévention, ben là, j'ai construit une maison, la maison voisine ici à côté. J'ai contracté moi-même pour construire cette maison-là. J'ai réussi à acheter le terrain à côté. J'étais bien fière. Et puis, je suis allée chercher le bois à Nouvelle-Écosse. J'ai fait les plans, je les ai fait approuver par architecte, ingénieur. Puis là, j'ai contracté. Fait que pendant, je vous dirais, 2 ans, là, j'étais contracteur, tu sais. Je vivais ici, puis là, les corps de métier, puis la paye, puis les achats, puis la surveillance du chantier, puis tout ça. Mon fils m'aidait beaucoup, évidemment. Et ensuite, ben, là, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être réessayer. Réessayer, là, faire avancer le Québec vers le pays. Donc, je me suis présenté pour le Parti québécois dans le comté de Crémazie, ça c'est Huntsic, à Montréal, le quartier Huntsic, où mon frère qui avait une maison ici, qui a toujours d'ailleurs, mais il est décédé maintenant, une maison sur le chemin du village, et était conseiller municipal depuis, mon Dieu, 7-8 ans, en plus presque 10 ans. Alors, donc, à nouveau, une affaire de famille. Puis mon mari avait été candidat dans ce même comté-là en 1970 et en 1973, puis il avait été défait. Parce que la première fois où il était élu, c'était en 1976, dans l'Assomption. Comme je vous disais, quand j'étais dans l'équipe comme attaché de presse. Et donc, j'ai été élue en 2007, et puis j'ai fait 2 mandats jusqu'en 2012. Et là, en 2012, là j'avais décidé que c'était assez. Mon mari prenait de l'âge, puis je voulais qu'on ait un peu de temps à nous, parce que j'avais toujours été dans le boulot par-dessus la tête. Alors, on a commencé à faire un petit voyage, et puis c'est en plein milieu de ce voyage-là que j'ai eu un coup de fil de mon voisin, d'ailleurs, M. Fortin, qui m'a indiqué que Hydro-Québec avait débarqué à Saint-Adolphe et qu'il y avait un projet de ligne à haute tension, et puis dont le tracé avait absolument pas d'allure. Alors, on est en mars 2013. Hein? Je viens juste là, tu sais, fin 2012, là, j'ai quitté mon rôle de député, que j'ai adoré, hein, comme député, là. Écoute, surtout que j'avais le dossier des aînés, puis enfin, c'était vraiment formidable. Alors là, c'est comme une bombe, hein? Ça se peut pas, là. Ils vont pas nous défigurer notre Saint-Adolphe, là. Ça n'a pas de bon sens. Ils peuvent pas faire ça sur le sommet des montagnes et tout. Alors, on se mobilise, tout le monde, beaucoup de monde se mobilise, et puis on devient membre d'un comité, un comité aviseur, et puis là, il y a des citoyens qui me disent « Lisette, pourquoi tu te présenterais pas? On aurait confiance en toi. » Et puis, il faut dire que il y avait différentes... il y avait des gens là, qui étaient en désaccord un peu avec l'administration de cette époque-là, comme toujours d'ailleurs. Hein? C'est jamais unanime. Et j'ai vraiment longuement réfléchi, parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Là. Je peux pas faire ça, parce que, tu sais, il faut qu'on prenne du temps, mon mari et moi. Puis, tu sais, je savais que c'est lui que je pénalisais si j'acceptais ça. Moi, c'est certain, faire un bout de chemin pour Saint-Adolphe, aïe aïe, c'était motivant, c'était emballant, passionnant. Mais en même temps, j'étais déchirée, parce que je me disais, tu
tu sais, je vole du temps à mon mari, là, tu sais. Et finalement, ben, c'est lui qui m'a dit, écoute, si tu as vraiment le goût d'y aller, là, vas-y, parce que tu vas le regretter si tu le fais pas. Alors, j'avais une entrevue avec l'Info du Nord, Daniel Deslauriers, pour lui annoncer que je n'y allais pas. Alors, on commence l'entrevue ici même, à la table là, de la salle à manger. Et alors, je lui explique pourquoi je n'irai pas. Parce que, premièrement, ça risque de diviser le vote. Hein, parce qu'il y avait déjà là, comme 2 équipes potentielles. Et puis que pour des raisons personnelles, familiales, non, finalement, j'avais décidé de ne pas y aller. Alors, il me répond, Madame Lapointe, vous n'êtes pas obligé de tout écrire ça, là, mais je vous donne ça comme contexte. Il me dit, mais ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que, tu sais, vous ne pouvez pas ne pas y aller avec les dossiers. Ouais. Puis en tout cas, il m'ébranle. Alors je lui dis, écoutez, ben, donnez-moi jusqu'à 3-4 heures cet après-midi, là. Vous m'avez ébranlé pas mal. Je vais y penser. Et mon mari, ce matin-là, avait une conférence à Montréal. Puis je ne pouvais pas lui parler avant midi. Alors, ensuite, il s'en venait ici. Alors, donc, je lui dis ça. Ben, il dit, rappelle-le, puis demande-lui de te donner jusqu'à demain matin, à 10 heures. Alors, ce que j'ai fait, là, mon mari est arrivé, on en a discuté, on a essayé de voir comment on pourrait faire pour que je puisse, tu sais, vraiment, est-ce que j'allais pouvoir gagner? Est-ce que j'allais pouvoir faire quelque chose pour Saint-Adolphe? Si c'était juste pour diviser le vote puis que rien ne change, ben, je pense pas que ça valait pas la peine. Puis on avait commencé à réfléchir avec plusieurs personnes de Saint-Adolphe qui étaient de cet avis-là, qui m'avaient suggéré de me présenter. Mais eux, je leur avais tous dit que j'y allais pas, là. Puis il fallait donner la réponse. On avait une semaine, là, pour... Alors, donc, je me suis dit, ben écoute, je vais y aller, c'est tout. Puis on verra qui viendra avec moi. Puis, tu sais, on n'avait pas vraiment une vraie équipe, là. Tu sais, moi, la plupart des gens avec qui je me suis présentée à ce moment-là, je les connaissais pas. Je connaissais Pierre Roy. Puis les autres, peut-être de vue, mais tu sais, je les connaissais pas. Alors, on s'est présenté, et vous connaissez la suite. On a été élus et on a fait pendant 5 ans un combat titanesque dans le dossier de la ligne à haute tension. On s'est bien battu. Hein? On n'a pas gagné ce qu'on voulait, mais on l'a fait respectueusement, on l'a fait sincèrement, sereinement. On a des gains quand même. Il y a des gains sur la hauteur des pylônes, à certains. Bon. Et je pense que on a réussi à rendre ce dossier-là un dossier national. Je rencontrais des journalistes encore la semaine passée, ici, l'équipe des journalistes parlementaires, là, parce qu'il y avait un caucus du Parti québécois, alors toute l'équipe de journalistes de Québec était là. Et c'est ce qu'il disait. Vous avez réussi, ce qui est assez incroyable, là, de faire... Tout le monde, on parle de Saint-Adolphe, tout le monde sait Hydro-Québec, la ligne, Lisette, telle personne, le comité aviseur, tu sais, des gens. Bon.
Moi, je pense que ce qu'on a gagné, c'est qu'ils ne pourront plus jamais faire ça de la même façon ailleurs. Ils ne pourront plus faire ça parce qu'on leur a fait peur. Et puis, quand même, là, ils ont été obligés de reculer sur beaucoup de choses. Ils ont été retardés, ils ont été conspués, hein? Tu sais, je veux dire, là... et c'est pas fini. Parce que, malgré les gains qu'on a pu faire au fil des années, là, hein, en embauchant la ville, je parle de la ville, en embauchant des ingénieurs qui étaient des ex-employés d'Hydro-Québec, donc des personnes compétentes qui avaient la crédibilité. Tu sais, on a tout fait, là. Tout ce qui était humainement possible et tout ce qui pouvait être légalement possible. Hein? On a tout fait. Alors, malheureusement, c'est affreux ce qu'ils sont en train de faire sur le plan de l'environnement, là. C'est scandaleux. Scandaleux. Là, je pense que... d'ailleurs, la mobilisation n'est pas terminée parce que tout le monde suit ça à la loupe. Là, ici, juste au lac de la Montagne, l'Association pour la protection du lac de la Montagne, constamment en contact avec Hydro-Québec. Alors, on va continuer de se battre pour pas qu'ils ruinent, qu'ils détruisent certains cours d'eau, certains lacs, là, parce que c'est ça qui s'est passé à l'automne. Là. Il y a eu des coulées de boue dans des lacs. Écoutez, ça n'a pas de sens. Des lacs purs, tu sais, des lacs... Alors, mais, ben voilà, je pense que il faut quand même que tout Saint-Adolphe soit fier du combat qu'on a mené. Parce que c'était un combat qu'on a mené ensemble, avec l'appui de la MRC des Pays d'en haut, qui continue d'ailleurs. Hein? La MRC, là, André Genet, le préfet, et la MRC continue de surveiller ce qui se passe et puis de croire qu'il y a encore une possibilité, un jour, que ces pylônes-là disparaissent. Je pense pas que ça va être cette année-là, mais c'était tellement hasardeux. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi imaginer qu'on peut construire une ligne à haute tension en sommet de montagne dans un pays où il n'y a pas de vallée? Ici, à Saint-Adolphe, là, les vallées, ce sont des lacs. Tu as les montagnes, puis tu as les lacs. C'est simple, c'est comme ça. Alors, on a cru, sincèrement, que un 60 millions pour enfouir, 60 millions supplémentaires, entre guillemets, le supplémentaire, pour enfouir une partie de la ligne sur environ 10 km. L'enfouir, là, en bordure d'un chemin existant. En bordure d'un chemin existant qui n'a pas d'infrastructure d'égout, d'aqueduc ou quoi que ce soit, là. On creuse, on enfouit, on ferme. Quand on veut l'entretenir, c'est plus simple. On n'a pas besoin de créer tous les chemins d'accès là, qu'ils ont fait dans les montagnes. On parlait de 60 millions. Ah, mon Dieu, ils sont montés sur leurs grands chevaux. Mais 60 millions sur 50 ans, pour regarder ça sur 50 ans, c'était pas démesuré. C'était pas démesuré. Et moi, je suis persuadée que les chiffres de leur projet en sommet de montagne, les chiffres qu'ils avaient avancés au départ, ça va être beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé à cause justement de toutes les difficultés. Puis ils ont déjà eu plusieurs contraventions du ministère de l'Environnement. Ils ont fait du dynamitage où ils ne devaient pas en faire. Ils n'ont pas mis des barrières anti-sédiments où ils devaient en mettre. C'est d'une grande tristesse. C'est d'une grande tristesse. Mais Saint-Adolphe doit demeurer fier du combat qu'il a mené. Et puis je pense que tout le monde
tout le monde doit être fier. On va revenir en arrière un petit peu, parce que vous avez parlé de votre passage en politique, mais qu'est-ce qui vous a influencé exactement? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont influencé? Est-ce que vous aviez comment vous avez eu la piqûre pour lancer en politique? Premièrement, je peux vous dire là, que je viens d'une famille qui était, comme on disait à l'époque, très nationaliste, souverainiste avant l'heure. Je me souviens, j'étais toute petite et l'Assemblée nationale venait d'adopter le drapeau du Québec en 1948. J'ai 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et je me souviens à Saint-Adolphe, sur la grande table, maman qui est en train de coudre, de découper dans un grand morceau de crêpe bleue un drapeau du Québec, et elle découpe, elle a dessiné sur un patron, elle découpe des feuilles des fleurs de lys en feutre, et puis elle va coudre ça sur le drapeau. Et je me souviens que mon père, quand il a monté ce drapeau-là, au sommet du mât, hein, qu'il avait lui-même, c'est un arbre qu'il avait coupé, très, très, très long, là. Tu sais, je me souviens pas exactement, mais lui parlait d'un mât de 50 pieds, qu'il avait écorcé, tu sais, vraiment peint et tout, là. Et toutes les batailles pour la langue française, mon père était un linguiste. Alors, tu sais, c'est vraiment, pour nous, la langue française, c'était la prunelle de nos yeux. Alors donc, c'était normal que j'en vienne à m'impliquer, hein? Mais ça s'est fait parce que la vie nous pousse, hein, aussi. J'ai eu ma fille, tu sais, je me suis mariée, j'étais très jeune. J'ai eu d'abord ma fille, et puis, tu sais, j'étais dans l'enseignement, changé d'emploi. Et là, je voyais, tu sais, je voyais vraiment là, que le Québec était les deux mains attachées, là. Fin des années 60, là, on le voyait clairement. Il y a eu le général de Gaulle. J'étais en bas du balcon là, avec mes collègues enseignantes, là, parce que c'était à l'été 67, ça, et on s'en allait, après nos cours, on s'en allait à l'expo. Hein? Et donc, c'est plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que je me suis dit, tiens, je vais aller donner un coup de main. Alors, j'ai commencé à militer dans mon comté où j'habitais. J'habitais à Saint-Sulpice à l'époque, dans le comté de la Naudière. Et puis, je suis allée rencontrer les gens qui étaient de l'Association du Parti québécois. Et puis, le président du Parti québécois dans l'Assomption, c'était Pierre Bourque, qui était plus tard maire de Montréal. Et donc, j'ai dit, ben moi, je peux poser des affiches, je peux aller distribuer des dépliants, etc., etc. Et puis, là, j'ai vraiment eu la piqûre. Et puis, je suis allée travailler au journal Le Jour, et qui était le quotidien indépendantiste là, de l'époque, qui avait été créé par M. Lévesque, Jacques Parizeau et puis Yves Michaud. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Jacques Parizeau qui m'a dit, ben écoute, tu sais, parce que il y avait des rumeurs qui viendraient se présenter dans le comté de l'Assomption, où j'habitais. Alors, de fil en aiguille, comme ça, je lui ai offert mes services. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis les personnes les plus influentes dans votre vie? Les plus influentes? Mon père. Mes parents. Mon père, ma mère. Vraiment des gens qui nous ont inculqué des valeurs et puis l'engagement. Tu sais, je pense que s'il y a un mot qui revient souvent, c'est l'engagement. Puis je pense que c'est ça qui nous rend fiers aussi dans la vie. C'est quand on dit, bon ben,
on va essayer de faire bouger les choses, tu sais, pour une société plus juste. C'est ça, hein, la politique, là. L'implication. C'est pour ça, la politique. Ouais. Hein? C'est pour faire avancer des choses. Alors, oui, je me sens vraiment comme une personne de Saint-Adolphe. Tu sais, parce que il y a des gens qui disent, ben vous avez, à l'époque, là, à l'époque de mes parents, il y avait les touristes puis les gens de la place. Les touristes, c'était quelque chose. À Saint-Adolphe, justement, est-ce qu'il y avait des gens un peu... vous avez connu beaucoup de gens de Saint-Adolphe depuis que vous êtes petite, mais est-ce qu'il y avait des gens comme qui étaient colorés ou marquants, les personnages marquants à Saint-Adolphe à l'époque? Ben oui, évidemment, tout le monde a connu la mère Léger, là, je veux dire, pas pour nécessairement la fréquenter, mais moi, je suis restée très attachée à la famille Gratton, Jean-Guy Gratton. Hein, ça a été depuis l'enfance jusqu'à ces dernières années. Je pense que c'était une personne marquante. Qui avait le magasin général à l'époque? Ou... C'est son père. OK. Il y avait Gratton, l'épicerie, puis il y avait Gratton aussi, la quincaillerie. Ah, OK. À une certaine époque, là, tout ça. Oui. Il y avait une Madame Allard. Avez-vous connu Madame Allard qui donnait des bonbons? Oh oui, le petit magasin de bonbons, on allait là. Hein, les enfants, on allait là. Puis comment c'était à l'époque, quand vous étiez jeune, à Saint-Adolphe? L'ambiance? Ben, c'était très jeune. Hein? Tous les gens autour du lac Saint-Joseph, les parents, en tout cas, ont construit à peu près en même temps. Fait que les enfants ont grandi. Moi, quand je me suis retrouvée à l'adolescence, là, il y avait plein de jeunes. Là. Tu sais, c'était vraiment, vraiment là, 14, 15, 16, 17 ans. Là. On était très nombreux, puis on faisait évidemment le ski aquatique sur le lac. Là, il y avait 2 seaux. Hein. Il y avait un seau devant l'église, puis il y avait un autre seau dans la baie des professeurs, là, devant l'ancien Roberto. Il y avait des slaloms, parcours de slalom. C'était quelque chose. On passait nos étés dans l'eau, là. Hein? C'est certain. Oui. Puis la vie autour, il y avait beaucoup de commerces, il y avait beaucoup d'hôtels, il y avait... Ben, il y avait la Soupière, hein? La Soupière qui était un restaurant très, très connu, fréquenté par beaucoup de gens d'ici, évidemment, et puis d'un peu partout. Il y avait la Villa Howard, où nous, on allait danser. C'était notre salle de danse, là. Et il n'y avait pas beaucoup de commerce, mais c'était agréable. Mais les activités, ben, l'hiver, c'était le Mont-Avalanche. Moi, je suis allée au Mont-Avalanche. Hein, et l'été, ben, c'était le lac. Les plages, j'imagine qu'il y avait beaucoup de plages. Le lac n'était pas assez au même niveau. Hein, on faisait le tour à pied sec, là. J'ai pas regardé beaucoup ma feuille, Madame Lapointe. Non, mais... Tout ça, là, c'est on déjà, est bon, hein? C'est déjà éliminé. Mais je voudrais juste vous demander, qu'est-ce que c'est votre plus beau souvenir à Saint-Adolphe? C'est les beaux moments que j'ai passés ici avec mon mari. C'est vraiment, là... La famille, hein? C'est vraiment la famille. Parce que à chaque époque, il y a des merveilleux souvenirs. Quand on était enfant, mon oncle, le frère de mon père, qui avait une maison dans la Petite Rivière, sur la Petite Rivière, lui, il était distributeur de films. Alors, il arrivait avec ses grosses bobines de films chez papa. Et puis, là, on installait un grand drap blanc. Puis là, tous les enfants s'installaient par terre. Puis je me souviens qu'un des films qui nous a fait visionner, c'était Bambi, tu sais. On était peut-être une quinzaine de cousins-cousines.
Tu sais, c'était festif à Saint-Adolphe. C'était beau et festif, toute mon enfance. Et puis ici, les 30 quelques dernières années aussi, plein de moments, de très, très beaux moments. Très beaux moments. Une dernière question, en tout cas, j'ose vous demander, qu'est-ce que vous espérez dans l'avenir pour Saint-Adolphe? Ah, mon Dieu, que Saint-Adolphe garde son caractère, comment dire, paisible. Tu sais, là, avec une société qui s'entend bien, qui a des bonnes relations entre tous les gens. Et puis que ça continue de progresser, mais sans tomber là, dans le développement extrême. Je pense qu'il faut être respectueux de notre environnement. Il faut le protéger parce que c'est la plus grande richesse de Saint-Adolphe, c'est sa qualité de vie, là, c'est la qualité de ses lacs, la qualité de l'air, la beauté de ses bois, de ses montagnes. Protéger Saint-Adolphe, protéger son environnement, là, je pense que ça, c'est fondamental. Il ne faut pas l'oublier. Protéger nos lacs. Hein? Merci beaucoup, Mme Lapointe. Hey, ça me fait plaisir. C'est très généreux.